Bonjour. Alors tout d'abord, bienvenue à cette présentation Génération XYZ, trois personnalités, trois modes de consommation, trois visions face à la sortie de crise. Alors on est ravis de voir que comme nous, le sujet vous intéresse. On va partager avec vous nos réflexions via ce webinaire. Alors pour cette présentation, nous aurons trois intervenants de chez Time One. Trois personnes qui font partie chacune de ces générations et qui prendront donc la parole pour vous présenter leur génération, leur façon d'aborder les sujets de la société, le Covid et leur façon de consommer. Alors, on commencera par la génération X que je représente. Je suis donc Monica Alvarez-Fiola. Je travaille maintenant depuis plus de 8 ans pour le groupe Time One et je suis en charge de toute la partie performance marketing dans le groupe. Et j'interviens également dans notre BU spécialisé en influence marketing qui porte la marque de Powens. La génération Y vous sera présentée par Céline Descamps, qui est notre responsable marketing au sein du groupe, et Johan Donkerk, le plus jeune de la troupe, qui vous présentera finalement la génération Z. Johan travaille également au service marketing et avec Céline. Alors, concernant le déroulé de cette présentation, voici son contenant. Une présentation sommaire de Time One et de ce que nous faisons dans l'écosystème digital. Et nous aborderons ensuite les thématiques centrales du jour avec un déroulé du sujet par génération. Alors Time One, tout d'abord, qui sommes-nous? Eh bien, Time One fête ses 15 ans d'existence, un anniversaire qui se serait très certainement fêté d'une manière un peu plus marquante, mais qui, en raison de la pandémie, nous a fait revoir nos projets. Donc, nous sommes une société française qui, au fil des ans, a élargi son champ d'expertise pour être aujourd'hui un groupe spécialisé essentiellement dans la génération de ventes, de leads et d'engagement. Et pour cela, nous nous appuyons sur des expertises in-house qui vont de la mise en place de programmes d'affiliation via notre marque Time One Performance pour des objectifs très performants et avec une expertise assez forte dans les secteurs banque, assurance, énergie et e-commerce, à des campagnes de notoriété ou visibilité via notre entité TMH, qui est un trading desk dédié à l'achat média d'inventaire programmatique, social, native ou audio, ou à des campagnes d'influence marketing via notre entité spécialisée Powens. Alors, nos clients sont de différents secteurs, dans l'assurance mutuelle, dans l'automobile, l'e-commerce, mais aussi les sociétés de services qui intègrent aussi bien des références dans la banque que dans la téléphonie ou l'énergie. Nous passons maintenant à l'objet même de cette présentation qui s'interroge donc sur notre société et les clés de compréhension des trois dernières générations, à savoir les générations X, Y et Z. Alors tout d'abord, d'où vient cette catégorisation de la société? Bien, nous le devons à deux historiens américains, William Strauss et Neil Howe, qui en 1991 publient un ouvrage dans lequel ils analysent la création des États-Unis et leur génération sur une période allant de 1584 à 2069. Alors, dans cet ouvrage, il développe l'idée que les générations se succèdent sur des cycles de 4 fois 20 ans, avec des cycles d'éveil, de progrès et de crise. Et chaque génération évoluerait en fonction de la situation économique dans laquelle elle grandit, dans laquelle elle devient adulte, parent ou ancien. Alors, tout d'abord, situons dans le temps les générations qui composent aujourd'hui notre société. Donc, nous avons donc la génération dite silencieuse, qui est née entre la Grande Dépression de 1930 et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons ensuite la génération des baby-boomers, qui englobe les personnes entre 74 et 56 ans. La génération X, entre 56 et 39 ans. La génération Y, entre 39 et 23 ans. Et enfin, la génération Z, entre 23 et 8 ans. Et ensuite, comme on arrive à la fin de l'alphabet, il fallait trouver une autre manière de nommer les futures générations. Et a priori, la génération suivante s'appellerait la génération dite alpha. Alors, je me permets un petit aparté sur le terme millénial, que l'on nomme beaucoup en marketing et qui a tendance en fait à englober les générations Y et Z, alors qu'en fait, les millénials font seulement partie de la génération Y. Alors, si on regarde le poids des différentes générations sur la société française, eh bien, on note que la génération X est prise en sandwich par la société des baby-boomers, qui représente quand même 24% de la population et qui est une part assez importante encore dans la société. La société Y, qui représente 28% et qui est donc une part beaucoup plus importante, ou un peu plus importante, que la génération X elle-même.
Alors, la génération X, qui est-elle? Alors, pour bien comprendre cette génération, il faut déjà prendre en compte le contexte du vécu, ce que cette génération a connu, ce qui l'a marqué, pour ensuite mieux comprendre ce qui l'a fait réagir et ce qu'elle a apporté ou au contraire ce qu'elle a fait reculer. Alors, en fait marquant, cette génération a vécu au niveau historique le déclin de l'impérialisme colonial, la chute du mur de Berlin, et donc la fin de la guerre froide, l'élargissement de l'Europe, le développement des BRIC et les nouvelles démocraties d'Amérique du Sud. Alors c'est un contexte économique dans lequel elle grandit et qui est particulièrement difficile parce qu'il est marqué par la crise des années 70, le premier choc pétrolier et l'arrivée du chômage de masse. C'est un phénomène nouveau auquel les baby-boomers n'avaient pas été confrontés puisque, en fait, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tout était à reconstruire. Donc, l'économie d'après-guerre était florissante et elle avait d'ailleurs favorisé l'émancipation des femmes puisque c'est une génération qui avait massivement accédé à l'emploi. Donc la génération X arrive sur un marché du travail dans un contexte économique difficile et qui n'offrait plus les mêmes opportunités. Sa progression, elle est ralentie par la présence massive de baby-boomers au poste de responsabilité. Et cette génération X est souvent sous-employée par rapport à leurs aînés qui gagnent relativement moins d'argent qu'eux au même âge. C'est donc une génération qui a appris à compter d'abord sur elle-même plus que sur les institutions. Et le travail est plus vécu comme une contrainte et un lieu de compétition. Alors même si au niveau de l'émancipation de la femme, d'importants combats sont gagnés, cette génération vit aussi un contexte sanitaire compliqué avec la découverte du sida et la remise en question de la liberté du corps, ce qui contraste avec la génération précédente de mai 68. Et ils affrontent aussi la première catastrophe nucléaire vécue de manière proche, Tchernobyl, et du coup les enjeux de la sûreté nucléaire et les premières prises de conscience écologiques. Alors, en résumé, quel portrait pourrait-on dresser de cette génération X? Alors, ils sont carriéristes et on l'a vu, le travail est un lieu de compétition, ce qui tend à développer leur autonomie et à chercher leur indépendance. Nonobstant, ils sont loyaux, ils ont le sens de la hiérarchie et sont en perpétuelle quête d'équilibre. Ils recherchent la stabilité malgré un environnement économique difficile et dans une sphère familiale qui, au vu de l'évolution des mœurs, voit une augmentation des divorces et du coup une perte de repères au sein du cadre familial. La génération X, comment consomme-t-elle? Alors, elle est en recherche de fiabilité, de qualité, de service, et c'est une génération qui va donc dépenser beaucoup d'énergie à chercher, comparer et à s'informer pour finalement faire son choix. Et là, je me reconnais totalement dans cette manière de consommer, puisque je peux passer des heures à me décider. Par contre, une fois que c'est décidé, ça doit être simple, rapide et efficace. Donc, Google, oui, c'est résolument mon ami, mais pas que. Parce que en fait, eh bien les supports médias avec lesquels on a grandi, eh bien on a évolué en fait avec eux, et ils font résolument partie de notre quotidien. Alors il y a la télévision qui reste très présente en fait dans la génération X, mais pas que, parce qu'en fait la génération X passe énormément de temps aussi sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook et Twitter. Alors que ce soit pour prendre des nouvelles des proches, mais aussi pour s'informer, échanger sur des thématiques particulières, demander des conseils, prendre des recommandations. Voilà, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, tout comme les générations qui nous suivent. Et le portable, je dirais que si Google est mon ami, la tablette ou le portable sont des outils incroyables. Ils vont me faire gagner du temps pour chercher des informations qui vont déterminer le choix de mon prochain achat. Et il faut savoir que notre génération est adepte du repos. Mais il faut quand même faire attention parce qu'avec cette crise du Covid, notre manière de consommer a été revue et elle est vouée à évoluer avec le temps. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard dans la présentation puisque je vais y revenir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est une génération qui est très sensible à l'accueil, au service client. Et lorsqu'ils font confiance à une marque, ils sont fidèles. Et ils s'attendent donc à une certaine reconnaissance de la marque. Ils sont donc sensibles aux programmes de fidélité et aux attentions personnalisées qu'ils voient comme un témoignage de la marque envers la confiance qu'ils leur ont portée.
Alors, avec cette crise du Covid, quelles ont été les perceptions et les impacts de cette génération? Alors, c'est une génération pilier pendant cette crise, hein, et qui a dû gérer cette situation pour elle, mais aussi pour les autres, puisqu'en fait, elle s'est retrouvée en sandwich entre ses propres angoisses face à la maladie, mais aussi l'angoisse de voir ses parents touchés par la maladie, celle de voir ses enfants confinés, privés d'école, obligés de se réinventer en professeur, en garde malade, en collègues expérimentés devant guider les plus jeunes à distance et en télétravail. Et au niveau du contexte économique, eh ben, peut-être que son vécu difficile de début de carrière lui permettra de gérer cette nouvelle crise qui arrive avec pragmatisme et philosophie. Et ce, même si l'approche de la cinquantaine peut quand même apporter des complications supplémentaires, puisque sur un marché du travail tendu, eh bien, la peine à recruter des personnes au-delà de 50 ans ne va être que plus forte. En bref, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la génération X et de quoi doit-on tenir compte? Eh bien, il faut qu'on tienne compte des canaux de découverte et notamment des canaux online. Et la période qui s'annonce ne va que renforcer cette tendance, puisqu'on a vu une augmentation de la consommation online. Et là, je ne parle pas que d'e-commerce, mais également de consommation de musique live stream, d'online TV, mais aussi de radio et de sites de news online. Donc, tous ces supports de communication ont vu leur trafic augmenter de manière exponentielle dès le début du confinement et les mois à venir devraient maintenir cette tendance puisque, rappelons-le, c'est une génération qui se tient informée puisqu'elle oriente et prend soin de la génération de ses parents, mais aussi de ses enfants et elle reste donc alerte à l'information. Il faut aussi soigner la relation client, on l'a vu tout à l'heure, et la valoriser avec des petites attentions et ne pas négliger l'aspect prix qui est souvent mis dans la balance des comparatifs en plus de la qualité du produit. Alors, toujours au niveau marketing, comment atteindre cette génération X? Alors, on vous a mis en orange les points qui sont importants et qui ont été renforcés de par la pandémie actuelle. Donc, les réseaux sociaux sont importants, mais aussi les sites de comparaison et d'information, comme on l'a vu tout à l'heure. Les habitudes d'achat ont été modifiées avec le Covid et il faut que la marque reste présente. Alors, via des emailing personnalisés, via des programmes de fidélité, des recommandations, en tout cas, la marque doit être là et elle ne doit pas oublier en fait ses clients de la génération X. Gardez en tête que avec cette pandémie, la génération X aura moins tendance à acheter directement en magasin, ce qu'elle pouvait faire beaucoup précédemment. Donc, il faut que la marque reste très présente, visible et attentive. Il faut favoriser l'achat online, bien sûr, notamment avec la crise, le renforcer, le simplifier. Et attention, cette génération est très impactée par la situation actuelle. Elle est consciente d'avoir participé à un certain dérèglement mondial et écologique, mais en même temps, elle est consciente de l'erreur et de ce qu'elle va laisser à ses enfants. Donc, c'est une génération qui est sensibilisée et qui intégrera certainement une modification dans son mode de consommer. Donc, peut-être qu'elle consommera plus local, d'une manière plus raisonnée, mais elle le fera toujours en cherchant de l'information, en comparant les produits et en optimisant son temps. Donc voilà pour la génération X. Et je vais passer maintenant la main à Céline qui va vous parler de la génération Y. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Céline. Pour vous situer, j'ai 30 ans. J'ai grandi avec le doux bruit du modem pour se connecter à Internet. J'ai grandi en rembobinant les VHS avant de les rendre au vidéoclub. Donc bref, je suis bien quelqu'un de la génération Y que je vais vous présenter. Donc on va faire un petit focus sur le contexte historique. Voilà, comme Monica l'a fait, pour qu'on comprenne bien la personnalité de cette génération. Donc, c'est une génération qui a vécu avec la virtualisation de la guerre et des conflits. Donc, on ne l'a pas connue en tant que telle, mais on l'a beaucoup vue sur les médias, en fait, les chaînes d'infos qui tournaient en boucle, notamment avec l'attentat du 11 septembre qui nous a marqués. C'est aussi une génération qui a été élevée et qui a grandi avec la télé.
Donc, c'était vraiment en fait le point central de la famille où on se retrouvait le dimanche devant un film, où on attendait tous les samedis, pour ceux qui connaissent la trilogie du samedi, pour suivre sa série préférée. On ne pouvait pas être sur Netflix pour en fait regarder toute la série en une fois. Et pour la première fois, en fait, les annonceurs ont pu calculer leurs audiences et avoir des informations pour maximiser leurs investissements médias. Aussi en 2015, l'arrivée de 14 nouvelles chaînes avec la TNT qui ont vu grossir l'importance de la télé dans les foyers. Donc c'est aussi une génération qui a connu les plus gros bouleversements technologiques, notamment l'arrivée d'Internet. Donc en fait, on a grandi, on a évolué en même temps qu'Internet et en même temps que toutes ces technologies. Donc on a connu l'Internet avec un forfait jusqu'à l'Internet au débit. On a connu les Nokia 3210 jusqu'à l'arrivée en fait du smartphone. Donc vraiment, on a appris à utiliser toutes ces technologies, voire on a appris à nos parents à les utiliser. On voit aussi arriver dans la même veine que les nouvelles technologies la dématérialisation des supports. Donc en fait, terminer les VHS, cassettes et CD. Maintenant, tout se fait via téléchargement ou streaming. Donc on voit en 2005 arriver Mega Upload qui permet de télécharger de nombreux films et séries. Et également en 2007, l'arrivée de Deezer et SoundCloud qui permet d'avoir toute la musique qu'on désire en streaming accessible très facilement. L'arrivée aussi des réseaux sociaux, donc les tout premiers, Facebook, MySpace et Skyblog, et l'arrivée aussi des messageries instantanées. Donc je me rappelle encore rentrer du collège et chatter avec mes copains à base de whiz sur MSN Messenger. On voit aussi arriver en 2004 la première publicité sur Facebook. Donc on a vraiment connu le tout début des réseaux sociaux et son évolution jusqu'à aujourd'hui un vrai outil de communication pour les annonceurs. On a aussi connu une grosse période de crise avec la crise des subprimes et le crash boursier de 2008. Donc on est quand même une génération qui a compris voilà l'importance de la crise, l'importance du monde économique dans lequel on vit. Également, un gros point important pour notre génération, c'est l'évidence écologique. Donc, c'est la première fois où en fait les États se rendent compte que, en fait, nous les humains, on a un impact sur l'écologie et sur notre terre, et que il faut qu'on fasse attention pour pouvoir la protéger. Donc pour la première fois avec les COP 21, avec le protocole de Kyoto, les États se rassemblent pour baisser l'impact du CO2 sur notre terre et faire attention un peu à notre planète. On donne aussi une première date en 2040 qui arrivera à la fin du pétrole. Donc c'est une information importante qui est arrivée dans ces années-là. On va aussi voir la baisse des coûts du transport, donc notamment avec l'arrivée d'EasyJet qui permet une explosion des vols personnels. Donc très facilement, avec un petit budget, on peut aller en Europe ou voire même à l'autre bout du monde très facilement. Donc, pour vous dresser un portrait de cette génération, donc comme on le disait, ils sont ambitieux, mais à la fois ils recherchent un équilibre vie privée, vie professionnelle, parce qu'ils ont vu leurs parents beaucoup travailler, et leurs parents qui leur disaient que le travail c'était important, parce qu'il y a beaucoup de chômage, que c'est compliqué à avoir. Donc, on est quand même une génération qui a conscience de ça et qui a envie de travailler, mais pour autant qui n'a pas du tout envie de laisser sa vie privée de côté. Comme on l'a vu aussi, ils sont très indépendants, autonomes et autodidactes. Ils ont une grande capacité d'adaptation puisque, comme on l'a vu, ils ont grandi avec la technologie. Ils ont tout appris par eux-mêmes en étant autodidactes sur ça. Personne ne les a vraiment orientés là-dessus.
On l'a vu aussi, c'est la génération la plus soucieuse de l'environnement, donc celle qui a le plus conscience que nous, humains, on a un impact très fort sur le futur de notre planète. Et en fait, on a envie d'être un peu acteur de ça et d'aller à l'encontre des baby boomers qui n'avaient pas du tout cette conscience-là. Donc maintenant, je vais vous présenter comment ils consomment. Donc, avant tout, on est des smart shoppers. Donc, on est vraiment à la recherche de bons plans, à la recherche d'offres promo, de coupons de réduction. Donc, on peut penser que les coupons de réduction ou les promos sont pour les petits budgets. Et en fait, pas du tout. Donc, dans notre génération, quel que soit notre budget, quelle que soit notre classe sociale, on est très friand de ces codes promo. Notamment, moi, j'utilise beaucoup le partenaire Taïwan Migral qui me permet en fait d'avoir des petites réductions sur mes achats du quotidien ou alors je l'utilise même pour découvrir de nouveaux produits. Voilà, c'est notamment au niveau de la nourriture où j'aime bien. Donc c'est quelque chose de très facile d'utilisation, donc avec une application et ça, notre génération, on aime beaucoup. Nous, on aime consommer simplement. On n'a pas envie de se prendre la tête. Donc notamment, on aime utiliser des applications smartphone pour commander un taxi, pour acheter un billet de train en ligne, pour avoir notre e-billet. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on mise beaucoup. C'est la génération la plus omnicanale. On est à la fois sur mobile et en magasin. On veut avoir une expérience shopping parfaitement fluide sur l'ensemble des canaux. Donc il faut vraiment impacter à la fois le site internet que le magasin. Parce qu'on est très très à fond sur notre mobile, donc on le check 150 fois par jour. Et on n'hésite pas à regarder pour trouver de nouvelles marques, de nouveaux produits. Mais on maintient quand même le canal physique comme source d'achat. On regarde avant sur notre téléphone les prix, les caractéristiques produits, les choses qu'on peut trouver dans ce magasin et on aime s'y rendre. Du coup, on est aussi une génération qui a besoin d'être inspirée. Ils ont besoin de visuels inspirants, ils ont besoin que la marque nous raconte une histoire qui nous fasse un peu voyager, avec un storytelling assumé et une forme d'expérience. Donc voilà, nous on a besoin de rêver, on a besoin que la marque nous dise qu'elle est différente et qu'elle nous montre qu'elle nous donne une expérience différente de ses produits. Chose très très importante aussi, c'est la recommandation. Donc c'est la génération qui va le plus aller voir les avis sur Internet, que ce soit les avis Google, les avis sur le site, mais également les avis d'amis, mais aussi les avis des blogueurs et influenceurs. Donc moi-même, j'ai voulu acheter une nouvelle marque de vêtements de sport et je savais pas trop laquelle choisir. Donc, j'ai pas hésité à aller voir des influenceuses fitness pour voir quelle marque elles portaient. J'ai également regardé des blogs où des blogueuses mettaient leur top 3 des meilleures marques. Et c'est ça qui m'a décidé pour choisir une marque plutôt qu'une autre. Donc voilà, c'est vraiment, ils ont besoin de contenu rédigé avec des informations, des avis pour pouvoir finalement faire leur choix. Donc en cette période de Covid, comment on a perçu tout ça? Quel a été l'impact sur nous? Donc, comme on l'a vu, c'est une génération qui a poursuivi ses actions environnementales par rapport à ça. Donc, ça a été un vrai déclic de se dire qu'en fait, on consommait trop, on consommait mal et que clairement, notre vie avait un impact sur la planète. Et donc, du coup, cette génération n'a pas hésité en fait à se dire que on allait consommer différemment, qu'on allait consommer moins et qu'on allait en fait être plus réfléchi sur nos achats. Donc 54% ont déclaré que ça avait eu un réel impact sur leur décision d'achat. Donc plus que la génération X ou Z. Donc c'est aussi une génération qui va réduire ses dépenses, consommer moins et qui va faire peut-être plus d'achats en ligne. Donc c'est là où il faut être vraiment présent pour se dire que on va acheter quelque chose parce que ça a une réelle importance et que voilà, ça ne va pas nuire à la planète.
Donc, en bref, comme on l'a vu, il faut pas hésiter pour les canaux de découverte à miser sur les réseaux sociaux, les blogs pour mettre du contenu et des avis. Comme on le disait, ils sont aussi très omnicanal, donc être assez présent et parfaitement fluide sur l'ensemble des canaux, donc que ce soit sur mobile ou en magasin. Ne pas hésiter à miser sur les actions environnementales de la marque et les petits prix, parce que comme on l'a vu, c'est des smart shoppers et ils sont impactés par l'environnement. Donc pendant le confinement, on a vu une augmentation d'à peu près tous les médias, et notamment les médias vidéo, que ce soit online vidéo, TV ou online TV, et également le streaming musical. Donc, comment les atteindre? Donc, pas hésiter à miser sur le smart shopping, donc les coupons dynamiques. On peut penser que c'est quelque chose qui peut dénigrer votre marque ou faire un peu cheap. Or, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être décisionnaire dans l'acte d'achat de notre génération. Donc, pas hésiter à proposer des offres, des coupons et surtout à être présent sur mobile. Donc, sur mobile et aussi en magasin, en omnicanal, et à proposer une offre qui transparaît en physique. Donc, d'autant plus avec le Covid, il va falloir faire revenir les gens en magasin et leur proposer des petites activités en magasin, des offres qui vont faire qu'ils auront envie de se déplacer. Miser aussi sur le drive to store pour pousser du coup à l'acte d'achat. Donc, comme on l'a vu, du contenu détaillé et des recommandations. Donc, le content to commerce, les avis consommateurs. Ne pas hésiter aussi à utiliser d'autant plus dans cette génération, les réseaux sociaux d'inspiration, comme Pinterest et Instagram, avec du contenu original, réfléchi, attrayant, qui fait rêver. Voilà, ça va leur permettre de se plonger dans votre marque et de voyager. Donc, la consommation aussi responsable, mettez vraiment en avant vos actions éco-responsables et impliquez le consommateur dans son acte d'achat. Donc, on peut donner comme exemple la marque Fago qui, pour un vêtement, une chaussure achetée, un arbre est planté. Donc, ils mettent vraiment en avant leurs actions et leurs valeurs en 5 points sur leur site internet et impliquent le consommateur. Tu achètes chez nous, mais tu fais aussi un geste pour la planète. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est assez friand. Donc maintenant, je vais passer la main à Johan qui va vous présenter la génération Z. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je vais vous présenter la génération Z dont je suis issu. Donc pour vous situer, je suis né en 1999 et cette génération s'étend de 1996 jusqu'à 2010. Donc je vais vous parler de ma génération. Pour reprendre le contexte social et historique de cette génération, comme celle des précédentes, nous avons connu l'augmentation du nombre de familles monoparentales et recomposées, en partie grâce à la loi de 2004, qui permet de rendre les procédures de divorce beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Ce bouleversement familial nous a frappés et cette génération a grandi soit avec l'un de leurs parents ou soit avec une garde alternée qui correspond à un enfant de couple divorcé sur 5 environ. Par ailleurs, les marques sont aussi omniprésentes. La génération Z a grandi avec Internet, les réseaux sociaux et les multiples écrans où les marques ne cessent de créer leur publicité. Notre génération est également sensibilisée dès notre plus jeune âge à l'évidence écologique et à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éviter tout type de pollution comme la pollution plastique, diminuer notre empreinte carbone et on est également sensibilisé à la cause animale, sachant qu'en 40 ans, la Terre a perdu près de 60% de ses animaux sauvages. Pour continuer, la génération Z n'a jamais connu un monde sans Internet, né avec Google dès 1999. Donc, pour vous dire, c'est ma date de naissance. Je suis né avec Google. On a pu facilement nous adapter donc à cette nouvelle technologie qui était en train d'émerger et nous avons pu l'utiliser quand on voulait et à haut débit. En revanche, ma génération est sensible au terrorisme et aux guerres, comme avec l'attentat du 11 septembre ou encore en 2015 en France avec les attentats de Charlie Hebdo. La guerre d'Irak et les guerres au Moyen-Orient nous ont aussi touchés de par les images qui circulaient au JT. Ce sont les événements majeurs qui nous est arrivés et maintenant on pourra rajouter la période du Covid à notre palmarès.
Les foyers ont multiplié leur nombre d'écrans avec une augmentation de 110% de 2010 à 2020. La génération Z a été baignée par ces multiples écrans, notamment grâce à la firme Apple qui a lancé dès 2000 son iPod, ensuite le premier smartphone, l'iPhone en 2007 et enfin le lancement de l'iPad en 2010 qui était la première tablette. Avec le lancement de ces nouveaux devices, il y a une émergence des applications. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2009, c'était 2 milliards d'apps qui étaient téléchargées et en 2015, nous étions à 200 milliards d'apps. Par exemple, moi, j'ai 158 apps sur mon téléphone, donc je contribue grandement à ces chiffres. Avec cette augmentation considérable, les réseaux sociaux ont fait leur place parmi les apps. On peut nommer Facebook en 2004, suivi par Twitter en 2005, bien plus tardivement Instagram et Snapchat en 2010 et 2011, et enfin TikTok en 2016, qui a connu une augmentation considérable de ses utilisateurs durant la période du confinement. Je vous en parlerai un peu plus précisément dans quelques slides. Donc voici le profil de la génération Z. Pour commencer par nos points négatifs, nous allons parler de l'inattention et de l'impatience de ma génération. En effet, la génération Z a seulement 12 minutes de temps de capacité de concentration sur une activité et le temps de leur attention est de 8 secondes. Je m'explique en vous donnant un petit exemple. Donc imaginez qu'un jeune fasse ses devoirs, il peut être vite très déconcentré par son téléphone qui lui envoie des notifications push ou qu'il reçoit par exemple des messages de ses amis. Donc il va se concentrer pendant 12 minutes, mais au bout de ces 12 minutes, il ira voir son téléphone dans la majorité des cas pour voir ce qu'il a loupé. Ça revient au phénomène FOMO, donc Fear of Missing Out, ou la peur de louper quelque chose et de vouloir tout savoir en temps réel. En ce qui concerne les 8 secondes d'impatience, c'est les 8 secondes où il va falloir capter l'attention d'un jeune d'une génération Z. Si c'est une vidéo, ce sera les 8 premières secondes qui devront être les plus convaincantes et dynamiques pour qu'il regarde la suite. Comme je vous le disais plus tôt, il y a une augmentation donc entre 2010 et 2020 du nombre d'écrans par foyer, passant de 3,4 écrans en 2010 à 7,1 en 2020. Cette génération s'appelle aussi la génération hyper. Nous sommes hyper connectés, hyper sociables et hyper informés. D'un côté, nous sommes hyper connectés, on préfère communiquer plutôt en ligne que physiquement. Par exemple, nous privilégions les messages aux appels. Grâce à la connexion d'Internet n'importe où, n'importe quand, nous sommes hyper sociables car nous postons d'abord notre vie sur Instagram ou sur les différents réseaux pour informer nos proches, nos amis et notre famille de ce que nous faisons. Enfin, nous sommes également hyper informés grâce à la multitude d'informations que nous pouvons trouver sur Google. En effet, 3/4 de ma génération utilise Google plutôt qu'un livre pour répondre à une question. Cette génération Z est très sensible à l'authenticité et à la personnalisation. L'entreprise doit également véhiculer des valeurs comme l'a fait récemment Nike sur Twitter en diffusant une vidéo contre les violences racistes de l'affaire George Floyd. Cela permet à l'entreprise d'avoir un lien avec l'actualité et sort de son rôle de marque. La génération Z attache plus d'importance à la responsabilité sociale qu'à l'environnement. Nous luttons beaucoup pour la cause animale et apportons plus d'importance aux inégalités sociales. Enfin, pour finir, nous recherchons la stabilité. 2 objectifs principaux ressortent, la stabilité financière et le fondement d'une famille. À partir de ce profil, nous allons pouvoir nous pencher sur leur méthode de consommation. Ma génération passe en moyenne 2h15 sur les réseaux sociaux par jour. Sur ces réseaux, nous suivons généralement nos marques favorites pour connaître les futures collections, les offres promo ou alors suivre des concours. Nous aimons être engagés et reconnus par les marques. C'est pour cela que nous suivons beaucoup plus les marques sur les réseaux que les anciennes générations. Par exemple, sur Twitter, Netflix a un excellent community manager qui informe avec humour sur les prochaines sorties de séries ou de films sur la plateforme. Nous avons également de nouveaux critères par rapport aux générations précédentes sur les achats de vêtements. Par exemple, nous prêtons beaucoup plus d'attention à la gamme du produit, à l'unicité et à la mode. On est beaucoup plus centré sur le style. Encore une fois, l'unicité du produit revient à la personnaliser ou à créer une rareté du produit. Nous prêtons beaucoup moins d'attention sur la durée de vie du produit que les générations antérieures. Nous aimons être acteurs et aider à la conception de nouveaux produits. Il nous faut nous engager et c'est grâce par exemple à des concours que les marques peuvent se faire de la publicité gratuitement. Je vais vous expliquer un petit exemple qui s'est produit en début 2020.
La marque D-Labs qui permet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque, la marque D-Labs qui permet de dénicher les meilleures promos en fait du moment. Elle a lancé un concours sur les derniers AirPods. Donc pour cela, il fallait taguer sous leur post 3 de ses amis, reposter le post dans sa story et suivre le compte D-Labs sur Instagram. Donc évidemment, moi je l'ai fait. Moi, j'ai pas gagné les AirPods, mais au moins pour D-Labs, qui est un partenaire de Time On Group, cela leur a permis que je leur fasse de la pub gratuitement. Les influenceurs sont également des vrais acteurs à prendre en compte dans vos campagnes marketing. Ils permettent de faire découvrir à leur communauté une nouvelle marque ou un nouveau produit tout en faisant de la pub pour ce produit en question. 29% des jeunes de la génération Z trouvent que ces recommandations ont beaucoup plus d'impact que la publicité. Nous sommes également la génération des youtubeurs. Nous avons un lien avec ces personnes derrière leur caméra qui proposent toutes sortes de contenus. Nous sommes 85% à visionner des vidéos sur YouTube. C'est 70% de plus que la génération Y. En plus de les suivre sur YouTube, nous les suivons également sur leurs réseaux sociaux où ils annoncent leurs nouvelles vidéos. C'est pour cela que nous sommes 72% à nous connecter quotidiennement à la plateforme. Perdant de plus en plus l'usage des SMS sur téléphone, nous préférons passer par les applications de messagerie pour communiquer avec les marques. Pour prendre un exemple, moi j'ai souvent communiqué avec WeBot de WeSNCF sur Facebook, sur Messenger, Facebook Messenger, pour obtenir les tarifs des trains ou pour faire une demande quelconque comme un remboursement. Cela me permet d'avoir l'information instantanément en parlant soit avec un robot, soit avec un conseiller. 98% des jeunes de ma génération aimeraient réaliser leurs achats en boutique, mais pourtant, parmi ces 98%, 76% d'entre eux concrétisent quand même leurs achats en ligne, dont 48% à partir d'une application. Pour faire un petit focus sur la crise sanitaire du Covid-19, les baby-boomers sont beaucoup plus négatifs que la génération Z. Ayant plus d'expérience, les baby-boomers sont seulement 3% à penser que l'impact sur l'économie sera faible, contre 21% de la génération Z. Selon nous, cette crise nous a permis d'être plus empathiques, de garder espoir, mais nous sommes surtout d'accord sur un point, la connectivité nous a permis de garder nos relations sociales. En effet, grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu tisser des liens entre amis et famille, et 80% d'entre nous affirment passer davantage de temps sur les réseaux. Comme promis, je reviens sur le réseau social TikTok, créé en 2016. Cette application est une application de vidéos créatives qui met en scène des créateurs lambda. C'est devenu le réseau social phare du confinement avec une augmentation de 200 millions d'utilisateurs entre janvier et mars 2020. Et surtout, ils se sont appropriés le hashtag HappyAtome. C'est d'ailleurs pendant le confinement que j'ai téléchargé TikTok pour voir comment ça marchait et on s'y prend très vite au jeu. Généralement, je voulais passer 5 minutes dessus et je suis souvent arrivé jusqu'à 45 minutes. Pendant le confinement, les médias que la génération Z a le plus utilisés ont été la vidéo en ligne, la télé en ligne, le streaming de musique et les jeux vidéo. Ce qu'il faudra retenir de cette génération, c'est qu'ils sont énormément sur les réseaux sociaux, les plateformes de vidéo comme YouTube, mais sont surtout sur mobile. La fidélisation se passe par un storytelling authentique, une communauté engagée sur les réseaux sociaux et une forte présence et visibilité sur Internet. Ils achètent principalement en ligne et sur un smartphone, donc majoritairement sur une application. Leurs motivations d'achat sont principalement le style, la singularité ou la personnalisation et le prix. Un tiers de ma génération attendent une promotion pour passer à l'acte d'achat. Pour nous atteindre, il faudra privilégier le mobile first, c'est-à-dire être présent sur mobile, ajouter un chat en ligne et avoir une bonne stratégie multicanale afin de proposer un mix parfait entre l'expérience en magasin et l'expérience digitale. Vous devrez engager votre communauté et faire preuve d'authenticité, notamment en utilisant le marketing d'influence. Proposez une co-création, par exemple, d'un produit avec vos abonnés et animez vos réseaux sociaux. Privilégiez également le contenu visuel en sachant que le format préféré de la génération Z est la vidéo. Par ailleurs, je vous conseillerais également de créer de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai acheté plusieurs articles. Monica, je te laisse le mot de la fin.
Oui, alors cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Nous allons maintenant passer à une session de questions-réponses parce que je crois que on a eu des questions qui ont été mises sur le chat. Et comme il nous reste un petit peu de temps, on va pouvoir y répondre en live. Et après, eh bien, si vous voulez plus d'informations, et après, bah, si du coup vous voulez nous contacter de manière personnelle pour avoir plus d'informations, eh bien, vous pourrez le faire via email qu'on va vous mettre directement sur le chat parce que je vois qu'il n'apparaît pas sur la présentation. Dans tous les cas, on vous envoie la présentation, où vous aurez tout ça, et à la fin, vous aurez notre contact. Si vous avez des questions, on n'hésitera pas à y répondre. Donc là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. On va d'abord répondre à toutes celles qui sont arrivées pendant la présentation. Donc, je vais commencer par la première. On n'a pas vu la planche concernant ce qui met en crise la génération X. Donc, Monica, alors, je vais ressortir la planche. C'est peut-être... Donc, en attendant, je vais répondre à celle de Jean-François. Qu'entendez-vous par virtualisation des conflits pour la génération Y? En fait, c'est pour dire que nous, on n'a pas connu la guerre en tant que telle. C'est très loin de nous et c'est très loin de notre pays. Cependant, on l'a vraiment, en fait, vécu de par toutes ces images qui étaient en continu et qui étaient très réalistes et qui étaient très, en fait, au front, avec les journalistes de l'époque qui allaient vraiment au cœur des conflits, au cœur de tout ce qui est guerre, etc. Et en fait, c'est ça qu'on entend par là, c'est que nous, on l'a vécu quand même très fort sur le virtuel et sur les médias. Donc là, la génération X, je pense que c'est cette slide-là. Je pense que c'est cette slide-là. Ouais. Dans tous les cas, on va vous envoyer, on vous enverra la présentation, donc vous les aurez toutes. Mais j'imagine que c'est celle-là. Après, on a une autre question de David qui dit: ces comportements sont-ils également vérifiés en B2B? Donc, à savoir que leur présentation et leur profil type, ça reste les mêmes. Hein. Les gens sont les mêmes, que ce soit au travail ou dans la vie privée. Donc, leur profil peut être adapté au B2B. Notamment, mais leur mode de consommation est plutôt orienté marque et plutôt orienté B2C pour le coup. Une autre question de Fabien. Donc là, ça va être pour Johan. Est-ce que pour autant cette génération Z va aller sourcer l'info et se faire son propre avis ou absorber seulement l'immédiateté de l'info? Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infox sur Twitter ou Internet en général, mais on va toujours quand même essayer de regarder sur un journal officiel si l'information est vérifiée. Est-ce que ça répondra à votre question? Merci. Une question de Françoise qui dit bonjour, rien à voir avec le Covid. Puis-je connaître l'origine de OK Boomer, merci. Donc en fait, OK Boomer, c'est en fait la jeune génération qui a un peu critiqué la génération des baby boomers en disant qu'ils sont arrivés et eux, ils ont tout connu. Donc, ils n'ont pas connu de chômage, ils n'ont pas connu le fait que la planète était en crise et ils ont toujours tout eu. Et en fait, ils disent que c'est cette génération-là qui a en fait un peu pourri notre planète, pourri notre système et nous a laissé en fait à nous, génération, un peu toute la crasse qu'ils ont fait. Et donc, en fait, c'est cette génération-là qui dit nous, maintenant, on doit faire des efforts pour vous parce que en fait, ce Covid, il attaque surtout les personnes âgées, donc les baby boomers, et c'est de se dire que nous, on est jeunes, on n'a pas trop de risques de mourir avec ça, mais je dois faire des efforts pour vous qui n'en avez pas fait pour nous. Voilà, en gros, d'où vient cette chose-là, et c'est arrivé surtout des États-Unis, et c'est arrivé ensuite en France. Une question de Stéphanie, quelles sont les principales différences en synthèse?
Alors on a fait des résumés par génération. En fait, chacune va avoir des différences. Je pense que en fonction de ce qu'elles ont vécu et aussi de leur maturité, parce que voilà, il y a aussi une évolution personnelle qui doit se faire et qui est, il y a l'expérience en fait qui va laisser des marques dans le caractère et dans le vécu. Donc il y a certaines façons d'être qui va peser plus lourd dans la balance d'une génération à l'autre et peut-être mettre en exergue certains traits de caractère d'une manière un peu plus prononcée. Mais faire une synthèse des trois, en fait, on a fait une slide pour chacune des générations pour résumer en fait ce que chacune d'entre elles représentait. Et je pense que le mieux, c'est de reprendre cette synthèse-là. En fait, j'aurais du mal en fait ou sinon il faudrait qu'on passe sur chacun des points en fait qui les différencient. Merci Monica. Donc une question de Gilles. On dit que les Z sont moins égocentriques que les Y. Confirmez-vous ce postulat? Donc Johan, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à toi et à moi. Je dirais déjà que tout dépend de la personne et de ce qu'elle a vécu. Avant de parler de génération, ça va dépendre vraiment de la personne. Mais après, c'est vrai que, comme je le disais, la génération Z est très tournée vers l'humain, les inégalités sociales. Après, je sais pas ce que tu en penses, Céline, de ton côté, toi qui es Ouais, X. je suis d'accord. En fait, la génération Z, eux, ils ont toujours connu beaucoup de réseaux sociaux où ils communiquaient. Mais en fait, eux, ils communiquent peut-être beaucoup plus, mais de façon dématérialisée. Que nous, on va peut-être être moins sur les réseaux, à chatter tout le temps, à envoyer plein de textos. Et en fait, on peut passer un peu plus pour des égocentriques dans le sens où on est très autonome. Nous, comme je vous avais expliqué, on a tout appris tout seul, on s'est un peu formé tout seul. Et en fait, on a un petit côté, oui, j'ai pas forcément besoin des autres. Et je suis pas forcément toujours au taquet à communiquer avec les autres. C'est peut-être là où on peut se rapprocher par rapport aux Z. Donc on va passer à l'autre question. Quelle influence d'une génération par rapport à l'autre, parents X et enfants Z? Les enfants. Les enfants Z des parents X, ils sont encore très jeunes, donc Ouais, alors je dirais que les influences se font dans les deux sens finalement, parce que c'est pas autant le parent X qui va influencer l'enfant que l'enfant en fait va influencer le parent aussi. Le parent en fait, il va évoluer et notamment c'est les parents, je dirais, les parents de la génération X qui ont des enfants qui finalement sont les plus ouverts au niveau digital parce qu'ils découvrent à travers leurs enfants, en fait, cette évolution-là et la dématérialisation et les nouvelles tendances. Ils voient leurs enfants passer toute la journée sur YouTube. Moi, d'ailleurs, un truc tout bête, mais par exemple, je veux faire découvrir le cinéma à mes enfants, et donc du coup, une fois par semaine, on essaye de voir un film. Et pour moi, un film, c'est un film qui est passé en salle, où voilà, où il y a des références avec un vrai producteur, des vrais artistes. J'ai souvent mon fils de 13 ans qui me dit ah ouais, là, il y a une nouvelle série qui a été lancée par YouTubeur, je ne sais quoi, on pourrait la regarder. Et moi, à chaque fois, je fais une tête, je dis mais non, mais c'est pas du cinéma, parce qu'en fait, j'ai des références qui sont complètement différentes des siennes. Alors lui, il a du mal à comprendre pourquoi c'est pas du cinéma en fait, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas la regarder, pourquoi c'est pas aussi bien que ce que toi tu me proposes. Et je pense que c'est simplement des références qui sont complètement différentes et c'est là en fait où il y a peut-être un choc entre les deux générations où voilà, on se regarde, on s'observe et on se dit oui, peut-être que t'as pas complètement tort mais t'as pas complètement raison non plus. Enfin voilà. Donc il y a une influence qui vient aussi bien des parents vers les enfants que des enfants vers les parents. Et d'ailleurs, je trouve que pour les parents qui ont des enfants, c'est très enrichissant parce que du coup, ça nous permet d'évoluer en même temps qu'eux par rapport à des gens qui sont de la génération X et qui n'ont pas d'enfants et qui sont peut-être moins au contact de cette évolution, je dirais. Merci Monica. Donc une question de Cyrielle. Dans quelle catégorie place-t-on les juniors? Quelle place / besoin en termes de conso?
Donc les juniors, c'est une contraction de junior et senior. Donc en fait, on appelle ça les demandeurs d'emploi entre 60 et 45 ans, je sais plus trop vous dire, et en fait qui sont seniors mais qui recherchent quand même un emploi. Donc c'est en fait à la limite entre les baby boomers et la génération X. Et quelle place en termes de conso, je vous dirais plus de vous orienter plutôt vers la génération X qui se rapproche un peu plus de cette appellation, dans le sens où ils sont encore actifs, ils ont encore du pouvoir d'achat et ils sont quand même voilà, en recherche d'un emploi. Bah aussi parce que, enfin là pour me rapprocher un petit peu aussi de la génération X par rapport à ce que tu disais Céline, en fait la génération X, on dit aussi qu'elle vit plusieurs vies. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un de 50 ans et puis il peut très bien à 50 ans se mettre au surf. En fait, il voit en fait cette génération X voit aussi en fait cette liberté qu'a la génération Y et elle s'inspire en fait de cette liberté-là. Et c'est pour ça qu'on dit que la génération X a plusieurs vies parce qu'elle tend à prendre ce qui est bon des générations qu'ils voient arriver dans leur vie, mais même aussi au travail où ils se sentent plus libres, ils ont peut-être moins de repères très ancrés sur, par exemple, les valeurs au travail, le respect à l'entreprise, à l'employeur, etc. Et du coup, ils sont un peu jaloux de cette liberté-là et ils se l'approprient même pour leur vie personnelle. Voilà, ils ont des voitures un peu plus sport, ils se mettent à faire du sport plus longtemps, ils sont aussi en meilleure santé parce que bah voilà, la médecine fait que on vit plus longtemps. Donc les juniors, c'est un peu cette continuité en fait de la génération X où on a des personnes qui ont 60 ans et qui font encore des marathons, qui sont très actifs finalement. Merci. Une question d'Emmanuel, il serait intéressant d'aborder les arbitrages budgétaires entre X, Y et Z. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Monica, mais Bah, je pense que ça va dépendre en fait. Alors là, si sur un contexte marketing, ça va dépendre en fait du poids de chacune des générations dans l'utilisation du produit ou du service. Donc, si on a un produit qui est massivement consommé par la génération X, eh ben l'arbitrage budgétaire, il va se faire d'une manière beaucoup plus forte vers cette génération-là, qui sera peut-être plus, on va dire, ouverte à l'essayer ou à l'adopter. Donc, je pourrais pas répondre de manière très précise. Moi, je dirais que en fonction de l'appétence du produit envers les différentes audiences qu'il pourrait avoir et donc l'âge de ces différentes audiences-là, l'arbitrage budgétaire se fera naturellement. Mais c'est par rapport au produit et au service, à mon sens. donc Armand dit d'où vient la dénomination XYZ. Donc, on l'avait dit au début, Monica. Ouais, alors ça vient en fait de deux écrivains anglais qui ont du coup catégorisé les différentes générations qui ont participé à la création des États-Unis. Et donc du coup, ils ont catégorisé ces générations par tranche de 20 ans et ils ont regardé de manière précise ce que chaque génération a vécu. Et en fait, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y a une sorte de cycle où en fait la génération X a une certaine manière d'évoluer où elle a un vécu. Elle réagit par rapport à ce vécu. La génération Y aura un autre vécu et aura peut-être quelques caractéristiques qui viendront de cette génération X. La génération Y aura complètement oublié ce qu'aura vécu la génération X, mais aura gardé quelques, on va dire, traces de ce qu'aura vécu la génération précédente. Et donc, du coup, c'est cyclique. On va voir en fait une façon de réagir ou une façon de remettre en question certaines batailles qui vont revenir en fait de manière cyclique d'une génération sur l'autre. Et c'est donc dans le livre, l'ouvrage qu'ont écrit ces deux historiens, qu'on va retrouver en fait des similitudes dans les différentes générations et que ça va revenir de manière cyclique. Voilà. Et si jamais ça intéresse, les historiens en question, c'était William Strauss et Neil Howe.
Et c'est un ouvrage qui a été publié en 1991. Merci. Comment ces 3 générations cohabitent ensemble? Comment se voient-ils les uns les autres? Je dirais que ça va dépendre des sujets et ça va dépendre des lieux. On peut le voir notamment sur le lieu du travail où effectivement on voit bien les différences qu'il y a d'une génération à l'autre, la manière en fait d'aborder les contraintes qu'on pourrait trouver au travail, où on retrouvera peut-être plus la génération X qui aura une vision un petit peu plus sacrifiée, on va dire. Ça veut dire voilà, il faut qu'elle encaisse et qu'elle essaye de faire au mieux parce que voilà, il y a ces valeurs de l'entreprise qui sont encore très fortes dans sa génération. Et si on prend à contrario la génération Y, je dirais que eux, c'est l'employeur doit les séduire, ce qui est beaucoup moins le cas chez la génération X. D'ailleurs, si vous regardez, les lieux de travail ont beaucoup évolué dans la façon dont ils sont décorés, ce qu'on met en place pour que les collaborateurs se sentent bien, confortables, etc. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, était complètement inexistant. Voilà, donc je dirais que déjà là, on voit qu'il y a une grosse différence. Les générations récentes, l'employeur, par exemple, doit les séduire, alors que pour les autres, on va dire, c'est eux qui sont plus en mode séduction pour pouvoir travailler dans une entreprise, qui les intéresse. Après, sur la consommation elle-même, on l'a vu, en fait, les générations X vont être plus sur le rapport qualité, fiabilité. Les générations plus récentes sont plus sur quelque chose de plus visuel, de plus utile ou de plus trendy, on va dire. Donc peut-être moins, qui a une durée beaucoup moins limitée, beaucoup plus limitée, pardon, que ce que pourrait rechercher la génération X quand elle fait l'acquisition d'un objet, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à apporter, mais c'est très clair. C'est ma réflexion. Que pensez-vous de la qualité/densité de l'expérience client pour la génération Z qui se concentre 8 secondes? Donc, Johan. Alors, il se concentre pas 8 secondes. Il a une capacité de concentration de 12 minutes et 8 secondes, c'est juste le temps d'attention. Donc, ce que j'en pense de cette qualité, densité, je trouve ça en fait un petit peu dommage en parlant, mais on n'y peut pas grand-chose parce que c'est la disponibilité facile à Internet, aux réseaux sociaux qui nous a rendu dans l'immédiateté. Et donc, on n'a pas trop le choix que de capter l'attention ultra rapidement d'un jeune de la génération Z en 8 secondes. Donc, comme je vous le disais, par exemple, avec une vidéo, ça va être les 8 premières secondes où il va falloir capter l'attention d'un jeune. Il va falloir développer le yoga chez la génération Y. Z, pardon. Là, on a une autre question qui a été répondue par Monica. Donc, sur les relations travail et marché de l'emploi, c'est pareil. Donc voilà, ça a été assez répondu. Comment fidéliser dans la durée ces 3 cibles? Donc, comme on le disait, la génération X, c'est beaucoup sur les petites attentions, un service client irréprochable. En plus, c'est la génération les plus fidèles. Donc, si vous arrivez à taper dans le mille, vous êtes sûr que cette génération va être très fidèle à votre marque. La génération Y, c'est plutôt vraiment un storytelling qui fait rêver. C'est vraiment les emporter dans une marque, dans votre univers de marque. Ne pas hésiter aussi à donner en fait un sens à l'acte d'achat. Ça, c'est vraiment important dans notre génération de se dire on a besoin de consommer pour quelque chose. On fait quelque chose pour la société ou pour l'environnement en consommant et c'est pas juste un achat futile. Par contre, la génération Z, c'est la génération la plus difficile à fidéliser puisqu'ils sont assez volages, ils vont regarder sur les réseaux sociaux, ils vont trouver une nouvelle marque avec une nouvelle pub qui les plaît, un nouveau produit qui les plaît et ils vont l'acheter. Ils ne sont pas à se dire moi j'aime telle marque et je vais acheter que ça. Donc c'est vraiment, comme le disait Johan, pas hésiter à les rendre acteurs
acteur de votre marque, notamment par les réseaux sociaux, notamment par des jeux concours, notamment par en fait, les impliquer dans la co-création d'un produit. Ça, c'est des choses qui va permettre de mettre en fait des petites attentions au fil du temps et qui vont pouvoir rester connectés à votre marque et pouvoir consommer d'autant plus. Quel rapport aux influenceurs? Y a-t-il un regard critique selon les générations? Les Y ou les Z ont-ils une distance avec les influenceurs comme cela a été le cas avec la pub classique? Alors, je vais prendre la parole, je te laisserai après, Johan. Donc, les influenceurs, c'est quand même quelque chose de très important dans nos générations. En fait, vraiment, ça permet de découvrir des marques, de se laisser inspirer, et on passe énormément de temps, que ce soit Johan ou moi, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas les mêmes. Par exemple, Johan est sur TikTok, moi pas du tout. Je suis plutôt sur Instagram. Donc, en fait, il faut vraiment orienter ses choix aussi de réseaux sociaux par rapport aux générations, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes. Et aussi les influenceurs. Donc, il y aura des influenceurs plus jeunes pour Johan et plus trentenaires avec des enfants pour moi. Et donc, par rapport à la distance, je pense que nous, on a conscience un peu de tout ce faux autour des influenceurs. Et pour ma part, notre génération s'intéresse plutôt aux petits influenceurs. On n'est pas trop sur des grandes stars ou des grosses célébrités que la génération d'après pourrait vraiment apprécier. Nous, on est plutôt sur une relation, comme on le disait, de conseil. Hein. C'est comme si tu suivais ta copine et ta copine te disait j'ai acheté une nouvelle robe et je te la montre, et c'est pas forcément un partenariat de fou à 200K avec une marque, ça sera plutôt une dotation produit, et pour nous ça aura plus d'impact. Johan, si tu veux rajouter. T'as résumé en fait même pour ma génération, hein, donc Okay. c'est bon. Moi, je pourrais peut-être, comme en plus je travaille aussi pour la marque Powens chez Time One, je pourrais aussi donner un peu le point de vue de la génération X, parce que moi j'ai 2 enfants, un de 13 et une fille de 16 ans, et en fait, pour moi, les influenceurs ne font pas du tout partie de ma génération. Et c'est quelque chose que effectivement je peux revoir à quel point sur la génération Y et Z c'est important. Et pour prendre un exemple, par exemple, ma fille de 16 ans a appris à se maquiller sur YouTube en suivant une influenceuse. Alors que la génération X, on a peut-être appris en observant nos mères ou nos cousines, ou on a appris avec nos copines. Moi, ma fille m'a jamais m'a jamais demandé, tiens, comment est-ce qu'on met du fond de teint, ou comment on fait ci, ou comment on fait ça. C'est au contraire elle qui me dit, ah, tu sais, il y a une méga éponge, c'est trop bien, nanana. Alors que, et ça, tout ça, elle l'a appris via des influenceuses ou en suivant des youtubeuses. Et donc, c'est vrai que des fois, quand on va dans les entreprises on va avoir des clients, et là je parle de moi quand je représente la marque Powens, on parle en fait avec des responsables marketing qui font partie de la génération X, et on a souvent en fait le doute de se dire mais vraiment est-ce que ça marche, et bon, moi j'ai la chance d'avoir 2 exemples de la génération Y à la maison, donc pardon, pas Y mais Z à la maison, donc je peux effectivement voir en fait à quel point ils sont influencés, et oui en fait à nos générations on avait peut-être des posters de Madonna et de je ne sais qui collés sur les murs. Aujourd'hui, je suis quasiment sûre que les jeunes ne mettent plus de posters de chanteurs ou de chanteuses qu'ils idolâtraient dans leur chambre, mais par contre, ils suivent X influenceurs, ce qu'ils font, où ils partent en vacances, où est-ce qu'ils sont allés manger, est-ce qu'ils ont des allergies ou pas, est-ce qu'ils ont un chat, quel est le dernier chien qu'ils ont acheté. Enfin, vraiment, mes enfants suivent leur vie, quoi. Et donc, oui, effectivement, le marketing d'influence a une forte présence, en tout cas, dans la vie, notamment de la génération Z et dans la génération Y également. Ok, merci. Les comportements et sensibilités sont-elles vraiment les mêmes, quelles que soient les catégories sociales?
Après, nous, dans cette présentation, on vous a fait vraiment un profil type, hein. Forcément, il y a des gens qui vont s'y reconnaître, il y en a forcément d'autres qui s'y reconnaîtront pas. C'est vraiment dans la globalité des générations. Euh, voilà. Donc, je peux pas vous dire que certaines catégories s'y retrouveront pas forcément. Donc, c'est vraiment là dans la globalité. La génération Z et crainte de l'avenir. Donc, Johan, est-ce que tu as des craintes sur l'avenir? Alors, en général, on est très positif, surtout pour l'avenir. Mais pour ma part, moi, ma crainte, ce serait surtout sur le côté environnemental et avec l'urbanisation des territoires. Après, il y a aussi une autre crainte que je connais de la génération Z, mais que moi, je ne connais pas. C'est sur le marché de l'emploi. Moi, personnellement, je suis dans le digital, donc je m'en fais pas tellement, mais car c'est en pleine expansion. Mais je sais que beaucoup de jeunes de la génération Z qui sont pas dans le digital ont peur que l'intelligence artificielle, par exemple, remplace leur métier. Ok, merci. La newsletter reste-t-elle un médium pertinent pour toucher les cibles? Donc ça touche surtout la génération X, hein, Monica. C'est vraiment un Ouais, levier hyper pertinent pour cette génération-là. ouais. Effectivement, ouais. La newsletter reste, je dirais, un point de contact, d'information, de recommandation pour ma génération. Finalement, on suit pas les influenceurs sur des médias de manière instantanée. Et la newsletter, en plus, permet de pouvoir consulter les informations d'une manière un peu plus posée. Je dirais avec un peu plus de temps. Et donc, moi, je lis, je suis abonnée à plusieurs newsletters et j'aime bien les newsletters, voilà, avec plusieurs types de contenus euh, qui m'informent aussi je sais pas, des tendances ou l'utilisation d'un produit. Voilà, je dirais que c'est un point d'information intéressant pour nous. Une projection pour la génération alpha. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Il n'y a pas encore beaucoup d'études qui ont été faites, notamment parce ils sont tout petits et que c'est pas encore Ouais. ce sur quoi les annonceurs essayent de miser, hein, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Donc pour l'instant, on a malheureusement peu d'informations pour vraiment dire qui ils seront. Après, on peut, comme chaque génération, en fait, garde des traces de la génération d'avant, puisque finalement, c'est une évolution dans le temps. Donc, on va dire que les grands traits caractéristiques de la génération Z vont être d'autant plus exacerbés dans la génération suivante. Donc, quand on parlait tout à l'heure de l'attention, je pense que dans la génération alpha, c'est un phénomène qui va rester parce que je ne vois pas une évolution aller vers une perte de dépendance des écrans ou d'être moins dématérialisé, quoi. Donc, je pense que ça sera exacerbé dans la génération suivante. Ouais, notamment. Et après, en fonction de ce qu'elle va vivre, ça gardera des traces qui vont du coup marquer son caractère et créer des craintes ou des peurs. Mais bon, là, c'est effectivement encore un peu tôt pour pouvoir le dire. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc, Céline, je t'ai coupé. Je ne sais plus. Non, c'est pas grave. Beaucoup de traits que vous avez associés avec la génération X paraissent davantage être des traits liés à l'âge et l'expérience plutôt qu'à un apport d'un contexte social et historique différent. Être parent rend les gens plus fiables, pragmatiques, etc. Et de même quand il s'agit de la difficulté d'adaptation. J'imagine facilement ces traits pouvoir coller avec la génération Y et Z d'ici 20 ou 40 ans. Alors oui, c'est vrai. Et par exemple, moi qui suis de la génération X, qui ai 2 enfants,
et qui travaillent dans le digital, c'est sûr que si on me compare avec quelqu'un de ma génération qui n'a pas d'enfant ou qui ne travaille pas dans le digital, eh ben, elle n'aura pas été. Enfin, moi, mon métier m'a quelque part un peu perverti entre guillemets au marketing, à cette sensibilité de la publicité, à savoir en fait détecter quand c'est de la pub et que ça ne l'est pas. Voilà. Mais ça, c'est de par mon métier, de par mon contexte de vécu. Et très certainement qu'une infirmière, par exemple, de mon âge, eh ben, peut-être elle n'aura pas cette même sensibilité parce que c'est pas son core business, quoi. Elle vit pas autant que moi, on va dire, le digital, le marketing et autres. Donc oui, c'est vrai que même si on fait partie d'une même génération, le contexte social, le travail, sur le niveau d'études et ce qu'on a étudié peut aider effectivement à avoir des sensibilités plus exacerbées dans certains problèmes et avoir aussi du coup des traits de caractère un petit peu différents, plus différents. Après, c'est vrai que ma génération, nous, on a grandi avec toutes ces nouvelles technologies et on a vraiment su s'adapter à ça parce que nous, on est parti de rien, mais comme on a grandi avec, on arrive vraiment à s'adapter. Donc, je pense que nous, notre génération, on arrivera quand même à comprendre les nouvelles technologies, les nouvelles choses qui arrivent et à s'adapter. Donc, je pense que sur ça, comme on a grandi avec la génération Y et Z, on sera peut-être plus à l'aise versus la génération X. C'est sûr. Une question pour Johan. Comment la génération Z apprend-elle aujourd'hui? Quelles sont les attentes en termes d'enseignement? Alors, sans aucun doute, je vous dirais l'apprentissage en ligne. Pour ceux qui aiment vraiment apprendre, cela permet directement de se spécialiser et d'aller droit au but. Après, en ce qui concerne vraiment les cours en présentiel, trouver un sujet ou un exemple qui les intéresse ou même incorporer des outils digitaux comme par exemple des tablettes, ça serait un vrai plus. Et moi, j'aurais adoré avoir des cours avec des tablettes, par exemple. Okay. Une autre question pour toi. Quel rapport a la génération Z avec le travail? Est-ce vrai que les compétences ne sont pas importantes? Tendance influenceur, etc. Alors, aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs recrutent quand même sur les soft skills, donc sur la personnalité et le trait de caractère, beaucoup plus que sur les hard skills, donc, qui sont les compétences. Donc, c'est aussi une volonté des nouvelles méthodes de recrutement. Mais on peut aussi bien plus créer sa propre entreprise dès tout jeune, en fait. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont youtubeurs et qui ont leur propre entreprise directement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de compétences dans tous les domaines, seulement une. Par exemple, j'ai un copain qui est youtubeur et qui fait du gaming, donc il a juste à jouer, à se filmer et à faire du montage. Et ces trois compétences vont permettre de créer vraiment sa propre entreprise. Ok, merci. Différence certes, mais quelle similitude? Allons-nous vers une catégorisation de l'humain où on est par rapport au concept d'universalité? Quelle similitude? On est tous humains, ça c'est sûr. Donc ça, c'est déjà une grande similitude. Est-ce que c'est une catégorisation de l'humain? Non. Après, je pense que c'est aussi une tendance marketing en fait. Je pense de récupérer ces catégorisations-là. Je pense pas que des grands professeurs en sociologie et on va dire labelliser ce type de catégorisation en fait. Ça a été repris et est-ce que du coup on va continuer de catégoriser les différentes générations? Peut-être pas, hein, peut-être que voilà,
Là, au niveau marketing, ça a été très repris et on en parle beaucoup. Donc voilà, on a repris en fait une catégorisation qui avait été écrite dans un livre pour pouvoir un peu mettre les audiences dans des paquets et pouvoir savoir un peu comment les toucher et comment avoir, on va dire, une stratégie derrière pour aller les chercher et essayer de mieux les comprendre. Maintenant, est-ce que c'est une catégorisation de l'humain? Je n'y crois pas. Après, je suis pas une sociologue, hein, mais je crois pas que ça devienne en fait quelque chose de très scientifique, voilà. De là, voilà, continuer à catégoriser. Je pense que c'est une approche qui a été faite par 2 écrivains, une constatation, mais voilà, je pense pas que ça reste ancré dans le marbre, quoi. Quel nom catégorie pour les générations suivantes? Donc, comme je l'avais dit, c'est la génération alpha qui arrive après la génération Z. Donc, on a encore peu d'informations et, comme le dit Monica, on ne sait pas si ça va continuer vraiment, s'il y aura peut-être vraiment ou non des grosses ruptures et des grosses différenciations de personnalité entre chaque génération. Donc peut-être que les prochaines seront toutes les mêmes et on ne pourra plus vraiment faire de différenciation. Donc ça on verra avec l'arrivée de la génération alpha qui arrive juste après. Comment les fidéliser en entreprise? Donc Monica en avait un petit peu parlé, hein. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu veux reprendre Les fidélisent. Ouais, ils sont beaucoup dans la séduction, dans le confort, hein. Donc voilà, ils aiment que l'entreprise pense à leur bien-être. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu une grosse évolution dans les espaces de travail, hein. Maintenant, il y a de plus en plus de coworking. Ça permet de pouvoir aux entreprises de pouvoir créer différents spots de travail d'une manière un peu plus étalée dans le territoire, parce que voilà, ça permet aussi aux gens de perdre moins de temps de trajet, et donc du coup, ça veut dire une amélioration de la qualité de vie de la personne, et toutes ces petites choses-là comptent énormément dans les nouvelles générations. Avant, moi je me souviens, génération X, on était plus une génération sacrifiée, qui était prête, on va dire, à faire des sacrifices pour l'entreprise parce qu'elle avait des valeurs du travail qui étaient très fortes. Donc faire 2 heures de trajet pour aller travailler et puis le midi manger dans une gamelle un repas, c'était quelque part normal parce que voilà, on avait de la chance déjà de travailler là et d'avoir un employeur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne suffit plus aux nouvelles générations. Et je pense que même, on va dire que l'appât du gain ou voilà le salaire n'est pas le seul point en fait qu'ils vont rechercher. Et le confort, cette séduction que l'employeur peut avoir par rapport à cette nouvelle génération, à ce qu'il peut lui proposer, à lui montrer en fait qu'il va pouvoir apprendre des nouvelles choses, évoluer, explorer différents domaines. C'est quelque chose en fait qui est important pour eux. Après, on l'a vu tout à l'heure, ils ont une capacité de concentration et qui est réduite. Et ça, moi, je le vois dans le travail ou dans le sens, on a du mal des fois à aller très en profondeur ou à pouvoir, en fait, des fois, aller jusqu'au bout des projets. Parce que sur quelque chose qui est très long, on peut avoir du mal, en fait, à les tenir. Mais bon, après, c'est aussi une génération jeune qu'il faut laisser apprendre, mûrir, évoluer et faire ses propres expériences, tout comme nous, on l'a fait à notre époque où quand on est arrivé à l'entreprise, on n'était pas parfait non plus et on a finalement acquis les choses sur le temps. C'est vrai que moi, je me vois au milieu, en fait, entre toi et Johan, et je vois la différence. En fait, notre génération, nos parents
nous ont toujours inculqué les valeurs du travail, l'importance du travail. C'est, quand tu démissionnes et que tu n'as pas de travail derrière, pour eux, c'est une affabulation. Alors que pour les jeunes générations, on n'y voit pas vraiment de gros problèmes. Donc, on est en fait un peu en sandwich entre nous, on va pas tout sacrifier, on va pas sacrifier notre vie pour le travail. Le travail, c'est bien, on a la conscience en fait de l'employeur et on a la conscience que c'est important. Et pour autant, on a cette jeune génération qui nous dit oui, bon, tu vas pas te sacrifier non plus. Et je vois que la génération encore en dessous, c'est vraiment moi, j'ai envie d'être séduit, j'ai envie de travailler avec tout ce qui me plaît. Donc j'ai pas envie de faire 2 heures de transport. Je trouve ça cool qu'il y ait un baby foot. Voilà. Et en fait, je me retrouve un peu dans les deux. J'ai un peu de part de X et de Z. Voilà. Donc c'est intéressant. Quel rapport vie pro, vie perso pour les Z? Quel type de travail cherchent-ils? Alors, je dirais comme tout le monde, mais il y aurait une augmentation quand même des technologies dans chaque travail, donc il faudra qu'ils aient les compétences. On préfère quand même nous déconnecter de notre travail aux heures de pause et pas être vraiment dérangé quand on est en famille, contrairement à la génération précédente. Encore une fois, tout dépend de la personnalité de chacun. Moi, ça me dérange pas vraiment à 21 ans, mais sur le long terme, je pense tendre à cela. Ok, merci. Cela veut dire que tout est dématérialisé et moins de contact réel pour les X et Z. Alors justement, nous, la génération X, on revient quand même à du physique. On est quand même la génération qui a connu le physique et puis après qui a connu le rien physique du tout et qui maintenant revient vers des versions papier. On aime bien le contact des choses, on aime bien aller en magasin. C'est pour ça qu'on disait qu'on était très omnicanal. Parce que autant, oui, c'est facile d'avoir son téléphone, d'être sur les réseaux, de regarder sur un site internet, c'est plus facile. Mais autant, on aime bien aussi aller se balader en magasin, regarder les choses, les essayer. Donc, je pense que, du moins pour ma génération, on n'est pas que dans le dématérialisé. On revient de plus en plus au physique. Bon, là, avec le Covid, je pense que ça va laisser des traces dans la société. Et donc, du coup, finalement, le moins de contacts réels, avec le Covid, ça a été mis en exergue puisque, justement, on nous a demandé de plus avoir de contacts réels et physiques pendant un bon moment. Et donc là, on ne sait pas trop comment la pandémie va évoluer, mais a priori, cet hiver, il y a des risques pour qu'il y ait des pics à nouveau et qu'on soit à nouveau confinés. Et donc, à voir en fait quelles traces cela va garder dans la société parce qu'il y en aura très certainement. Ouais, à voir. Question à notre représentant de la génération Z. Connaissez-vous les Très dates demandé, Connaissez-vous les dates exactes des attentats contre Charlie Hebdo à Nice? Moi non, alors qu'ils sont tout récents. Je fais partie de la génération Y. Pour moi, le 11 septembre 2001 a été le pivot. Je pose cette question puisque votre présentation a souligné le contexte qui a modelé chaque génération. Alors, je vais essayer d'y répondre. Donc, oui, donc malheureusement, je connais la date exacte des attentats de Charlie Hebdo parce que c'était le jour de mon anniversaire, donc je suis quand même une exception, mais c'est arrivé. En réalité, c'est pas les dates qui sont importantes, mais ça va être vraiment les faits qui ont marqué cette génération et qui nous ont modelés. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, après, c'est vrai que même pour moi, le 11 septembre 2001, c'est quelque chose que j'ai très en tête. Et pour te dire, le jour de l'attentat à Nice, non, je m'en souviens. Je me souviens pas de la date exacte, quoi. Alors que le 11 septembre, oui, mais après, je pense que c'est aussi de par le contexte médiatique qui a été énorme pour le 11 septembre parce que c'était une grande première. Enfin, c'était vraiment très. Le 11 septembre, moi, je l'ai vécu en live enfin en live, je veux dire. Sur le moment même, j'ai vu les effets que ça pouvait avoir là où je travaillais et donc du coup, c'était un choc quoi pour tout le monde. Et je dirais que c'était un peu le premier gros attentat mondial comme ça qui a été très télévisé et qui a marqué plusieurs générations. Quoi.
Oui, et puis au-delà de Charlie Hebdo et Nice, il y a aussi le Bataclan aussi. Donc en fait, on en a eu, il y a eu toute cette grosse période où en fait on en a eu beaucoup en France qui à mon avis, enfin voilà, nous a tous touchés, mais notamment les plus jeunes, quoi. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment le mettre en avant. Et le télétravail. Le télétravail, alors je sais pas si c'est j'allais dire, est-ce que c'est une demande générationnelle? Oui, certainement. Peut-être que ça vient justement avec cette nouvelle génération qui recherche du confort et qui du coup met dans le télétravail un avantage à ce que pourrait offrir une entreprise en termes de flexibilité ou d'options. Donc effectivement, moi quand j'ai commencé ma carrière, si le télétravail, on en parlait, mais alors vraiment pas, aussi parce qu'on n'était pas, les entreprises n'étaient pas encore bien équipées, et aussi parce qu'aujourd'hui, alors ça vient avec la nouvelle génération qui recentre le travail dans sa vie de tous les jours et dans son confort personnel. Mais après, peut-être que ça va aussi avec l'évolution, on va dire, de nos villes et de manière de fonctionner. Je suis pas sûre que le télétravail soit un si gros sujet dans, je sais pas, à Tours par exemple. Vous voyez, dans des villes un petit peu plus petites qui souffrent peut-être moins de pollution, de temps de trajet de transport qui vont jusqu'à 2 heures par trajet. Donc, je pense que c'est très lié en fait à nos grandes villes, à des problématiques de grandes villes et à l'évolution en fait de ces grandes villes. Et alors du coup, il y a un très gros aspect, il y a un très gros bénéfice, je pense, à en tirer, parce qu'on peut plus continuer. Alors moi, j'habite à Paris, donc en banlieue proche, on peut plus continuer en fait à vivre tous dans des lieux si pollués, si confinés et si bouchés. D'ailleurs, il y a plusieurs grandes villes dans le monde qui ont revu en fait leur manière de fonctionner pour essayer de diminuer toutes ces contraintes-là. Et finalement, le télétravail, peut-être que ça permettra une meilleure dispersion dans les territoires. Et finalement, c'est quelque chose qui fera du bien, pas que à la dernière génération, bien au contraire, ça va favoriser tout le monde, ça favorisera les liens que peuvent avoir les parents avec leurs enfants, leur disponibilité, et je pense que même pour les employeurs, finalement, un employé qui est moins fatigué et qui est plus à l'aise dans son travail, normalement c'est un employé qui est plus fidèle, qui est peut-être aussi plus centré en fait dans ce qu'il a à accomplir et dans la valeur en fait qu'il va apporter à cette entreprise et à cet employeur. Voilà, je sais pas si vous pensez la même chose, mais c'est mon avis. Oui. Après, c'est aussi, en fait, on a connu aussi le gros boom des open space. Et c'est vrai que parfois, on aime bien être seul pour travailler sur des choses. Je sais que moi, personnellement, parfois, j'aime bien, pas trop être dérangée, pas avoir forcément du bruit autour. Et le travail le télétravail contribue à ça. Des études signalent que le recrutement des aides est difficile au plan des motivations, entre autres. Johan, qu'est-ce qui te motive? Je te laisserai la parole après, Céline, parce que c'est quand même toi qui est la manageuse. Donc, j'ai eu ma grande sœur, moi, qui m'a beaucoup poussé personnellement et m'a vraiment motivé à travailler. Et donc, cette motivation, en fait, elle me l'a transmise. Donc, ma sœur, elle est d'une génération Y, née en 92. Peut-être qu'on n'a plus les mêmes motivations que les autres générations antérieures, mais à partir de ça, faudrait peut-être revoir surtout les méthodes de travail. Donc, avec le télétravail qui a émergé, par exemple, cela nous permettra peut-être d'être un peu plus motivés, de rester chez nous. Je sais pas vraiment.
C'est vrai qu'il faut aussi parfois mettre un peu peut-être ces idéaux de côté avec cette nouvelle génération. Par exemple, l'idée d'interdire complètement le téléphone portable pour cette génération, c'est pas possible. En fait, il faut partir du principe qu'ils vont quand même le checker de temps en temps, et c'est pas pour autant qu'ils vont être moins productifs ou que leur travail sera pas bien. Et ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment les motiver et leur donner en fait un sens à ce qu'ils font. Leur dire fais ci, fais ça, ça les motive pas. Leur expliquer pourquoi ils le font, leur expliquer en fait le contexte global et varier un peu les tâches. Ça c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est que voilà, il faut leur mettre sur un projet, sur un autre projet. Ils aiment bien voilà être dans la multiplicité des choses. Peut-être ça vient aussi un peu aussi d'eux. Ils font 20 000 choses à la fois. Ils regardent leur téléphone, ils regardent leur PC, ils jouent à un jeu vidéo en même temps. Pour moi, les motivations sont aussi là, c'est les comprendre et pas aller à l'encontre de qui ils sont, mais plutôt essayer de faire avec voilà. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Après, la problématique, et là, c'est un peu la maman qui parle, mais c'est une génération qui arrive dans le monde du travail, qui doit aussi en apprendre les codes, la manière de fonctionner. Oui, les nouvelles générations ont besoin d'avoir leur confort et autres, mais on a tous besoin finalement d'avoir du confort. Et si on se laisse aller, on resterait confortablement dans notre canapé toute la journée si à la fin du mois le salaire était viré. Mais pour autant, je pense que c'est là en fait où les entreprises vont être un petit peu confrontés à des problématiques de gestion entre les générations parce que moi aujourd'hui on peut faire du télétravail chez Time One et donc du coup tous les salariés peuvent en profiter, mais effectivement en fonction des profils et des tâches de chacun certains peuvent en faire un peu plus ou moins. Alors là je mets de côté le côté pandémie, mais c'est clair que par exemple un alternant qui vient travailler chez nous, le mettre en télétravail alors qu'il arrive, c'est sa première expérience professionnelle et qu'il est là pour apprendre, c'est difficile de lui donner le confort de pouvoir rester à la maison toute la journée. D'une, parce que c'est plus compliqué en fait de bien comprendre en fait la structure de l'entreprise, les tâches de chacun, d'avoir un rythme, une routine et tout ça. Si on est tout seul dans un bureau chez soi avec son téléphone, sa tablette, la télé, Netflix et autres, quand on est jeune et qu'on arrive c'est notre première expérience, on peut avoir un peu du mal à rester centré et cadré. Donc, je mets en fait, et là c'est un peu aussi le point de vue du manager, mais je pense qu'il y a une gestion à faire d'une génération à l'autre qui n'est pas vraiment tenue parce que c'est la génération Z, c'est simplement parce que c'est des personnes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont moins d'expérience et qui sont là pour apprendre et qui doivent apprendre pour après pouvoir gagner en autonomie, en indépendance et pouvoir se développer. Donc c'est plus par rapport lié à l'apprentissage que à la jeunesse même ou au fait que ça soit génération X, Y ou Z, quoi. Voilà. Alors on a une dernière question. Z et leur rapport à l'argent, achat, volonté à épargner, court terme, long terme. Yoann? Yoann, attends. n'épargne pas. Z et leur rapport à l'argent. Je sèche un peu. Tu sèches. Alors, je vais. Tu veux parler? Ouais, je peux. Si tu veux, après, tu peux reprendre. Peut-être ouais, je peux te lancer. Après. Moi, je vois déjà en fait l'évolution de ma génération à la génération Y, et après tu pourras parler de la génération Z et peut-être partir de cette réflexion si tu veux. D'accord. Génération X, voilà, l'objectif c'était, on finissait nos études, trouver un travail, et donc là c'était compliqué, il y avait beaucoup de compétition, beaucoup de compétition parce que on est arrivé en pleine crise.
Donc, il y avait de la compétition. Il fallait déjà trouver un travail. Une fois qu'on avait trouvé un travail, on était content et on faisait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le garder. Et de là, la partie, on pouvait sacrifier une partie de son confort personnel et de sa vie personnelle pour pouvoir garder son emploi. Un des gros objectifs, c'était d'épargner, de pouvoir avoir, si on le pouvait en fonction de ce qu'on gagnait, en tout cas d'assurer un logement. Et d'ailleurs, moi, je vois la différence. J'ai commencé à travailler tout de suite. Je me suis mise à épargner parce que mon objectif pour moi, c'était de pouvoir un jour m'acheter un appartement pour me dire, ben voilà, au moins quand je serai à la retraite, si j'ai pas de retraite, au moins j'aurai un toit sur ma tête, au-dessus de ma tête. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, j'ai pu sentir, que j'ai eu moi, que j'ai pu voir dans d'autres personnes de ma génération, et que j'ai moins vu sur la génération d'après, où là, je voyais plus des gens qui se lançaient dans des projets d'appartements, mais plus vers 30-35 ans. Mais finalement, tout était décalé, parce que en fait, les gens se mettaient en couple aussi plus tard que la génération X. Ils avaient des enfants aussi plus tard que la génération X. Donc finalement, c'est assez logique. On va dire que la génération Y a pris plus de temps de vivre, de profiter de la vie avant de se mettre des contraintes. Et dans les contraintes, oui, c'est voilà de se dire, bah voilà, il faut que j'épargne, il faut que j'ai un appartement, j'ai envie de me mettre en couple ou pas, j'ai envie d'avoir des enfants ou pas. Voilà, c'est des choses qui étaient beaucoup moins ancrées qui étaient beaucoup plus ancrées dans la génération X. Et là, je sais pas. Alors toi, Johan, par exemple, est-ce que le fait d'avoir un appartement ou même d'avoir une voiture, hein, parce que là, moi aussi, c'était à 18 ans, j'ai passé mon permis. Et comme beaucoup en fait de gens de ma génération, il y a beaucoup de gens dans la génération Y que je connais qui n'ont pas de permis, ce qui pour moi a été à l'époque, en tout cas dans ma génération, a été incroyable, quoi, parce que tout le monde devait passer son permis. Là, la génération Z, je ne sais pas, Johan, tu nous diras. Et aussi, on a la génération X a une valeur d'appartenance et de propriété qui est beaucoup plus forte que la génération Y. D'ailleurs, on voit aujourd'hui des blablacar, le fait qu'on puisse partager sa voiture, le Airbnb, le fait de pouvoir se prêter des outils ou autres sur des plateformes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient avec ces nouvelles générations qui ont une valeur à la propriété qui est beaucoup moins forte que ce qu'a pu avoir la génération X. Et là, je te laisse parler, Johan. Comment est-ce que tu te sens, toi, par rapport à ça? Alors, pour reprendre déjà le permis, donc moi, c'est vrai que je suis de Bretagne de base. Donc, c'est vrai que quand je suis monté à Paris, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout besoin de voiture. Donc, c'est vrai que beaucoup de jeunes de ma génération maintenant n'ont pas forcément le permis et même ont 26, 27, 30 ans n'ont pas le permis parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut en transport en commun. Après, au niveau de l'argent, cela va vraiment dépendre de chacun, parce que moi, je suis en alternance depuis maintenant 2 ans, donc je suis beaucoup plus à l'aise sur le côté financier que d'autres qui ont juste leurs études et qui ont même dû, par exemple, faire des prêts pour leurs études. Donc moi, je vais quand même chercher, enfin ma génération en général va quand même chercher à économiser pour, par exemple, rembourser déjà leurs frais d'études ou même partir en vacances, par exemple. Mais ça va être principalement sur du court terme. Bah, c'est vrai que nous, les jeunes générations, on a beaucoup plus de mal à épargner que la génération de Monica. Pour vous situer, hein, nous, la génération X, en plus, on est la génération qui cède le plus facilement à l'achat compulsif. Et là, j'avais lu quelques études qui montraient que depuis longtemps, avec le Covid, cette génération a pu épargner. Parce elle a dépensé moins, elle est moins sortie. Il y en a beaucoup aussi qui sont rentrés chez leurs parents et qui du coup avaient plus les frais quotidiens. Et donc en fait, dans notre mode de vie et dans la société, on a du mal à épargner parce clairement on claque tout. Et peut-être qu'avec le Covid, on voit qu'en fait, on peut épargner si on fait un peu attention. Peut-être que ça va aussi changer des choses là-dessus, en termes d'épargne. Voilà. Il n'y a plus d'autres questions.
Bon, bah, du coup, on va mettre fin à cette présentation. On espère qu'elle vous aura plu. On va mettre dans la présentation qui sera envoyée l'adresse mail pour pouvoir nous contacter si vous avez besoin. Voilà, on espère que ces petits échanges intergénérationnels vous aura permis d'apprendre des choses ou en tout cas d'engager des réflexions qui, comme nous paraissaient intéressantes de partager. On vous souhaite une excellente continuation. Portez-vous bien, continuez à bien prendre soin de vous et du coup, faisons de cette crise une force pour innover et créer parce que voilà, on est un peu contraint par la pandémie et de pouvoir continuer et de trouver des nouvelles solutions. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.